Bonsoir, amis de l'horreur. Si tu ne l'as pas encore vu, je prépare en ce moment une vidéo très ambitieuse sur Freddy versus Jason. Certains créateurs que tu connais y participeront, de même que des professionnels de l'audiovisuel, et on tournera le tout avec du bien meilleur matos que ce que j'ai d'habitude. Évidemment, tout ça coûte de l'argent, alors si tu as envie de participer à l'aventure, tu peux faire un petit don via le lien Ulule que tu trouveras dans la description. On a déjà dépassé les 50% de la somme totale, alors on y est presque. Merci d'avance à tous, et bonne vidéo. Connaissez-vous Simon le magicien ? Cité à plusieurs reprises dans le Nouveau Testament, il est présenté par plusieurs textes antiques comme étant une émanation divine. Il aurait possédé de véritables pouvoirs comme celui de voler et aurait tenté d'acheter ses pouvoirs miraculeux à Pierre. Il est considéré comme un hérétique et surtout, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, comme le père du gnosticisme, à savoir un courant de pensée centré autour de la notion de connaissance, développé au cours des 2e et 3e siècles. Selon cette doctrine, chaque être humain est une divinité enfermée dans ce monde matériel créé par un dieu en réalité inférieur, imparfait et mauvais. Il existerait un autre Dieu, beaucoup plus parfait et puissant, qui lui serait opposé et qui serait lié à l'homme par les connaissances qu'il lui a offertes. Forcément, cette croyance s'oppose complètement aux religions monothéistes puisqu'elles ridiculisent leur Dieu et le présentent même comme un démiurge maléfique. Bien sûr, Simon le magicien a été condamné par l'Église pour hérésie, et le gnosticisme est une doctrine aujourd'hui oubliée. Mais si c'était vrai, si nos enveloppes de chair abritaient en réalité une âme divine, surpuissante et aux connaissances illimitées, si le Dieu vénéré par les religions monothéistes était un marionnettiste aux mauvaises intentions, je n'ai pas la réponse à ces questions, mais le film dont nous allons parler aujourd'hui a eu la bonne idée de traiter ce sujet, au moins en partie. Bonsoir, amis de l'horreur, et bienvenue dans cette nouvelle critique glauque. Baba Kanwari, réalisateur anglo-iranien, a commencé à faire parler de lui dans les années 2000 avec quelques courts-métrages. Creed et What's Up with Adam en 2005, Solitary en 2007 et surtout Two and Two en 2011. Ce dernier permettra au cinéaste de commencer à se faire un nom, lui qui avait également touché un petit peu à l'animation et à l'acting et qui sortait de l'université anglaise de Westminster. Sa carrière commence à vraiment prendre de l'ampleur lorsqu'il réalise son tout premier long métrage, Under the Shadow, une coproduction anglo-qatari-jordanienne tournée en persian. Il s'agit d'un film d'horreur fantastique qui se déroule à Téhéran, dans l'Iran des années 80 en pleine guerre du Golfe, et qui suit une famille harcelée par une puissance maléfique. Salué par la critique, le film sera récompensé notamment par le prix Geiger au NIF et verra ses droits achetés par Netflix. La célèbre plateforme de vidéo à la demande sera très satisfaite de ce film d'horreur quelque peu exotique, à tel point qu'elle produira le second long métrage de Babak Anvari qui sera exclusivement disponible sur Netflix à partir du 29 mars 2019. Wands est adapté d'une nouvelle de l'écrivain Nathan Ballingrund, The Visible Filth, qui peut se traduire par La crasse visible. Le romancier est l'un des nombreux fils spirituels de Lovecraft et créera une sorte d'univers étendu de monde parallèle fictif avec son recueil de nouvelles Wands, Six Stories from the Border of Hell, ce qui signifie plaie, 6 histoires venues des frontières de l'enfer. Car Wands, autant sur papier que sur toile, nous mènera dans un univers très semblable au nôtre, mais traversé par des puissances qui nous dépassent et qui cherchent en l'être humain une sorte de réceptacle, une passerelle pour rejoindre notre monde. Quand je vous disais que c'était Lovecraftien comme univers, je mentais pas. L'intrigue de Wands se situe en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, et nous fait plus particulièrement suivre le bar Rosie et l'un de ses barman, Will. Celui-ci est sympa, beau gosse, charmeur, se laisse vivre sans trop se prendre la tête et sans trop d'ambition, et est très apprécié par les clients du bar, même par Eric, le gros bagarreur sans arrêt ivre-mort qui vient de temps en temps foutre la merde dans la taverne. À côté de ça, Will a une copine, Carrie, ce qui n'empêche pas de lorgner sur sa jolie pote Alicia, pas insensible à ses charmes, alors qu'elle est elle-même en couple. Tout va partir en couille après une bagarre durant laquelle ce sacré Eric se fera ouvrir la joue par un tesson de bouteille affûté, et surtout, après laquelle Will trouvera un téléphone portable abandonné sur les lieux par un groupe d'étudiants beaucoup trop jeunes pour boire de l'alcool aux States. Et sur ce téléphone, Will trouvera des photos plutôt glauques, des exécutions, des mises en scène macabres dans le cadre d'un genre de rituel. À quoi ces drôles d'étudiants ont-ils bien pu jouer ? D'où viennent ces innombrables cafards qui envahissent le territoire professionnel et privé de Will ? Pourquoi Eric change-t-il de comportement et finit par se terrer chez lui après avoir été blessé ? Le film vous posera toutes ces questions, mais n'y répondra pas forcément, en tout cas pas à tout, ni entièrement. Mais on aura quelques pistes. Et pour l'heure, on pourrait commencer par se pencher sur le casting, qui est plutôt alléchant, vous allez voir. Garrett?
En premier lieu, Will, le rôle principal, est campé par Armie Hammer, petit-fils du richissime Armand Hammer, et que vous avez pu voir dans pas mal de films, notamment de Social Network de David Fincher, J. Edgar de Clint Eastwood, Call Me By Your Name de Luca Guadagnino ou encore Agents très spéciaux Code Uncle de Guy Ritchie. Ce rôle dans un film d'horreur est une première pour Armie Hammer et Baba Kandvari, qu'il a choisi pour son physique et son côté sexy et sympa avant tout, appréhendait de le lui proposer. Et pour l'épauler, la jolie Dakota Johnson ne fut pas trop. Quel chemin elle a parcouru depuis les Daubes ou 50 nuances degrés, elle qui apparaissait déjà dans l'ambitieux Suspiria de Luca Guadagnino l'année dernière, et nous livrait d'ailleurs une prestation plutôt convaincante. Elle joue ici la petite amie délaissée et, peu à peu grignotée par une force inconnue, dans un rôle secondaire mais néanmoins essentiel. Il en va de même pour Zazie Beetz, qui jouait Alicia, la pote mignonne de Will, qui lui fait d'ailleurs les yeux doux de façon plus ou moins explicite. Vous l'avez probablement vu dans Deadpool 2 l'année dernière ou surtout dans Joker cette année. Habituée au rôle secondaire, elle arrive cependant à capter l'écran et à rendre ses personnages intéressants de par son jeu d'acteur naturel et spontané et la sympathie qu'elle dégage naturellement. J'ai aussi envie de citer le costaud Brad William Henke dans le rôle d'Eric le Bagarreur, ancien footballeur américain mais que vous avez pu voir au cinéma dans Split, Fury ou encore Pacific Rim, plutôt solide donc. Et pour finir, citons également Karl Glusman, vu dans Love de Gaspar Noé et dans The Neon Demon de Tom Ford, habitué également au rôle mineur mais qui choisit ses films avec grand soin. Honnêtement, la distribution est assez qualitative. Et si on couple ça au fait que la réalisation de Baba Kandvari était très intéressante pour son premier film, on a de quoi être curieux. D'ailleurs, le film a été sélectionné pour le festival du film de Sundance, comme l'avait été son prédécesseur Under the Shadow, mais aussi à Cannes pour la quinzaine des réalisateurs. Pas mal. L'ambition était au rendez-vous avec ce long métrage, ça c'est sûr. Le gros des efforts de l'équipe a été placé dans son ambiance, on a quelque chose de très glauque, très mystérieux, on sent une menace planer sur le personnage de Will sans qu'on la saisisse très bien. Déjà, One signifie plaie, et ces blessures ouvertes deviennent ici une sorte d'entrée de porte béante pour accueillir des forces inconnues qui nous dépassent. Cette idée, que je trouve personnellement géniale, est coupée à la gnose, et plus précisément au gnosticisme, dont je vous parlais brièvement en introduction. Alors, je ne suis ni historien ni théologiste, et mes connaissances sur ce sujet pour le moins intéressants sont bien entendu limitées, mais l'idée d'inclure cette doctrine, même modifiée, dans un film d'horreur était juste excellente. On a donc un film qui nous explique que des puissances surnaturelles supérieures auraient besoin de corps humains pour s'en servir comme de plateforme, de passerelle, pour pouvoir interagir avec notre monde. Jusqu'ici, rien de forcément très original. Mais il utilise le gnosticisme, qui pour le coup est un petit peu moins déjà vu, on va dire, dans le cinéma d'horreur, à savoir cette doctrine qui nous explique que des âmes divines seraient enfermées dans nos corps et qu'on pourrait s'en rapprocher par la recherche de connaissances, l'accumulation de connaissances. Tout ça dans l'idée de donner un petit peu de réalisme, un petit peu de profondeur à son postulat de départ. Et sa petite touche d'originalité est d'utiliser les plaies, les blessures béantes du corps humain, comme une ouverture à un monde spirituel différent, à un monde même maléfique, qui servira d'entrée vers notre monde à ces puissances obscures et inconnues. Cette thématique et ces symboliques nous permettent de relier notre film du jour au sous-genre du body horror, même de loin. Le corps humain est un réceptacle et se retrouve du coup malmené dans cette œuvre, détourné de son rôle d'origine pour en acquérir un nouveau, fantastique ou métaphorique, à vous de juger. On reste loin d'un Vidéodrome ou d'un Society en termes d'esthétique, ou même de symbolique, mais l'idée est là tout de même, et on ressent fort l'influence d'un Cronenberg ou d'un Clive Barker, pour ne citer que. Les cafards sont fort présents dans ce métrage, véritables serviteurs de nos puissances inconnues. Ça a souvent été le cas dans les œuvres du genre, et même dans les textes sacrés, les insectes et autres rampants sont souvent des serviteurs du diable ou des forces maléfiques. Les cafards, de plus en plus envahissants et agressifs autour de Will, tantôt réels, tantôt juste dans son imagination, représentent en partie cette puissance maléfique, devenant de plus en plus concrète et présente au fur et à mesure du film. Ils sont la preuve de l'existence de cette présence surnaturelle et la servent comme ses yeux, n'hésitant pas à intervenir en sa faveur à plusieurs moments de l'histoire pour entraver les tentatives du héros de fuir ou de s'opposer à leur maître. Si les symboliques liées aux insectes vous intéressent, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Vidéodrome qui traite de ce sujet, qui est riche en informations et qui est comme d'habitude fort agréable à regarder. D'ailleurs, regardez même toutes les autres vidéos de la chaîne, vous ne serez pas déçus. Il y a d'autres thématiques abordées directement ou pas dans le film. Tout d'abord, ce qu'on pourrait considérer comme de la masculinité toxique de la part de Will, notre personnage principal. Il aime sa copine, apparemment, mais préfère sa pote Alicia, et si celle-ci désirait répondre à ses avances, il n'hésiterait pas à les échanger. Sa confiance en lui est telle qu'il considère avoir le droit de prendre ce qu'il souhaite quand il le veut, juste parce qu'il le veut. Ça se voit donc surtout dans son rapport avec les femmes, bien tendu. Proche de la personnalité d'un pervers narcissique, Will quitte sa femme dans le dernier tiers du film, mais s'offusque lorsque celle-ci accepte sans sourciller, blessée dans son ego et s'attendant à être retenue.
D'ailleurs, à cause de lui et de son obstination à garder le téléphone portable qu'il a trouvé dans son bar après la bagarre, sa copine va se retrouver harcelée en premier par des forces obscures et va être utilisée pour atteindre Will, considéré par ces entités comme l'hôte idéal, sans doute à cause de sa beauté et sa capacité à fédérer autour de lui. Nouvelle symbolique, Carrie, sa petite amie, est comme hypnotisée par une étrange image ressemblant à l'entrée d'un tunnel glauque et lugubre. C'est clairement l'entrée vers un autre monde qui peut ressembler à l'intérieur d'une plaie béante, elle-même symbolique de tout un tas de choses. Vagina. Au-delà des plaies, la technologie joue également ici le rôle d'une porte vers d'obscurs mondes, avec Internet par exemple. Pour reprendre les mots de Babak lui-même, la technologie est comme un marteau. Vous pouvez l'utiliser pour construire ou pour détruire. C'est à celui qui tient le marteau de décider. Notre groupe d'étudiants chelous a choisi d'utiliser Internet et le smartphone pour inviter des êtres mauvais à pénétrer dans leur monde. À nouveau, plusieurs paraboles sont possibles, dont certaines évidentes, notamment sur le harcèlement sur les réseaux sociaux, par exemple, ou sur ces jeunes de bonne famille qui deviennent de véritables bourreaux grâce à l'anonymat d'Internet. Et si on peut mettre en avant le rapport évident à Kafka chaque fois qu'on voit des blattes dans une œuvre, qu'elle soit littéraire ou cinématographique, et encore plus dans un body horror, il faut savoir que les cafards sont une des phobies de Babak Andvari, qui se caractérise lui-même comme étant un gros trouillard qui a plein de peurs et plein de phobies, et qui aime bien les partager à son public. Il estime que ce qui lui fait peur à lui peut effrayer les spectateurs. Donc voilà pourquoi il partage avec nous sa terreur pour les cafards. Pas mal de thématiques en tout genre parsèment donc ce deuxième long métrage de Babak Andvari, ce qui devrait le rendre riche en sous-texte et en propos. Alors qu'en fait, finalement, pas vraiment. Le problème du film, c'est qu'il amorce bien tout un tas d'idées excellentes, mais qu'il ne va presque jamais au bout de celles-ci. Les thématiques dont je vous ai parlé sont bien présentes, mais très peu sont traitées en profondeur avec un réel positionnement de la part du film. En ressortent donc des discours présents, mais flous et sans réelle profondeur. Je suis pour le fait de laisser des zones d'ombre au cinéma, bien sûr, mais ici, les idées lancées ne sont juste pas assez exploitées à mon goût. Ce n'est donc pas tant pour son propos que par la mythologie utilisée que j'ai vraiment bien aimé ce film. L'idée d'exploiter les plaies humaines, très Cronenbergien en soi, était vraiment bonne. À nouveau, j'ai ressenti une pointe de déception en constatant que ce concept n'était traité qu'en surface, et qu'une tonne de choses auraient pu être tentées avec ce postulat de départ intéressant. Pareil pour la gnose, à peine évoquée, et encore, faut être attentif, puisque les personnages n'en parlent jamais, ne l'évoquent pas à voix haute. Le film aborde donc des thématiques intéressantes, parfois même rarement vues au cinéma, mais le fait de façon trop gentille, ne va pas trop en profondeur. Du coup, il ne va jamais assez loin pour atteindre ou même pour frôler le niveau de certaines œuvres mythiques comme celles de Lynch, Cronenberg ou encore de Clive Barker pour ne citer que. Il faut plus oser, il faut aller au bout de son idée. Et ici, avec ce film, on est passé à côté d'un véritable cauchemar esthétique, voire même philosophique. Mais du coup, si on a raté, ou plus ou moins raté ça en tout cas, que reste-t-il ? Au niveau technique, nous avons une œuvre aboutie. J'ai particulièrement apprécié la photographie et la gestion sonore. Les hurlements humains que Will reçoit sur son téléphone, par exemple, m'ont mis mal à l'aise, de même que certaines images, à commencer par le symbole de la plaie en lui-même. La gestion de l'image, l'éclairage et l'esthétisme du film sont donc une force pour ce métrage, quoiqu'à nouveau trop sage à mon goût. La distribution est plus ou moins parfaite, les comédiens ont pris leur rôle au sérieux, et c'est tant mieux car le film ne rigole pour ainsi dire pas du tout. Le scénario, lui, peut paraître décevant. Ça commence de façon magistrale, la mise en place des faits est passionnante et pique tout de suite l'attention du spectateur, les mises à mort sur téléphone sont aussi angoissantes qu'intrigantes, mais après ça retombe un petit peu à plat et la terreur laisse trop place à l'incompréhension. L'intrigue a du mal à combiner les genres et perd un petit peu en intensité de ce fait. Les personnages aussi sont un petit peu trop caricaturaux et sont sauvés par l'interprétation des comédiens, sinon ils n'auraient vraiment été réduits qu'à quelques vulgaires traits de caractère. Je ne comprends pas les critiques qui ont parlé de jumpscares mal utilisés et trop présents. Il y en a certes un ou deux, mais le film n'en abuse pas et ne base pas sa tension sur eux, bien au contraire. La mise en scène se révèle encore une fois certes beaucoup trop sage et pas assez inventive, mais elle tente de nous surprendre sans user d'artifices éculés au cinéma. Et d'ailleurs, Babak Andvari prouve qu'il a de très bonnes idées visuelles. Les vues subjectives ou certains lents mouvements de caméra utilisés avec parcimonie servent l'angoisse et le doute des protagonistes. Enfin, les décors sont très bien choisis. Entre le bar où se situe la majeure partie de l'intrigue qui donne vraiment envie qu'on aille y boire un coup et l'appartement accueillant qui devient au fur et à mesure lugubre et sinistre, très inspiré de la trilogie des appartements de Roman Polanski d'ailleurs, on croit à cet univers et c'est ce qui permet au film de fonctionner malgré ses défauts. Pour résumer, le film aurait probablement gagné à durer 15 minutes de plus, et surtout à étoffer un petit peu plus son propos, à aller plus loin, aussi bien au niveau scénaristique qu'esthétique. On se retrouve avec un objet cinématographique trop sage, avec un arrière-goût de trop peu légèrement amer. Ceci dit, j'ai tout de même beaucoup apprécié, j'ai su
savourer ce que Baba Kanwari proposait avec ce deuxième long métrage, et je ne peux qu'espérer que pour son prochain projet, il saura aller encore plus loin dans l'horreur, en espérant qu'il reste dans l'horreur fantastique, parce qu'il fait plutôt bien ça. Il a réussi à instaurer des détails bien crades et sordides dans un monde ultra coloré, et pour ça, je dis chapeau. Et n'hésitez pas à aller découvrir ce film, il est sur Netflix, vous avez tous Netflix, ou presque, alors aucune excuse, ça changera de vos séries débiles habituelles. Ok, là je suis allé un peu loin, ne mets pas ton pouce rouge, tu peux te contenter de m'insulter en commentaire, ça m'ira très bien. En attendant, c'est déjà la fin de cette critique glauque, j'espère que vous l'aurez apprécié, et si c'est le cas, petit pouce bleu, petit commentaire, petit abonnement, et petit partage sur les réseaux sociaux si ça n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie. Salut à tous, et merci d'avoir regardé la vidéo.